Il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. C'est l'heure du journal. Signature de convention Côte d'Ivoire, Union européenne. C'était hier jeudi en présence du Premier ministre Patrick Achi. L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Allemagne ont annoncé plusieurs actions portant sur un appui budgétaire de près de 100 milliards de francs CFA. On en parle dans 5 minutes environ. Dans cette édition, nous irons à New York, aux États-Unis, où la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a assisté à une réunion de haut niveau en marge de la 76e session de l'Assemblée générale. Réunion dont le thème était « Réparation, injustice raciale et égalité pour les personnes d'ascendance africaine ». En Allemagne, à 3 jours du scrutin, un débat télévisé réunissait hier jeudi 23 septembre au soir sur les 2 chaînes publiques allemandes les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent le SPD toujours en tête, mais suivi de près par les chrétiens démocrates. La société des transports abidjanais s'installe à Bouaké. Les autobus de la Sotra rallieront désormais les différents quartiers de la capitale de Bouaké. C'est le Premier ministre qui a procédé hier au lancement officiel des activités. D'ici à 2023, le réseau Sotra sur place sera constitué de 400 autobus qui vont opérer sur 10 lignes. La Sotra à Bouaké, c'est 1300 emplois directs créés et 2000 emplois induits. Le Premier ministre Patrick Achi était donc à Bouaké hier, arrivé en début de matinée. Il a marqué une escale à l'usine Gonfreville qui célèbre cette année son centenaire. Alexis Ouedraogo était notre envoyé spécial sur place. Ce jeudi, à 9h35 à Bouaké, le Premier ministre Patrick Achi atterrit pour une journée marathon. Civilité, puis accueil populaire, moment de communion avec les populations. Quand il reprend son chemin, le chef du gouvernement marque une halte à l'usine Gonfreville qui célèbre cette année son centenaire. Le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a souhaité que nous faisions une halte dans cette usine mythique qui a été en fait à l'origine véritablement du développement de la ville de Bouaké. Les premiers pagnes qu'on a eus, qui ont été, je dirais, le symbole de développement de la confection, qui font aujourd'hui qu'on a les meilleurs couturiers, qu'on a les femmes les plus élégantes, les mieux habillées, sont partis de ce que ces premières unités de filature, de tissage et de confection ont fait la gloire de l'industrie ivoirienne. Pour des raisons multiples, l'industrie a connu d'énormes difficultés. Aujourd'hui, il n'y a que 100 employés qui se battent, qui font tout. Donc, il nous a demandé de nous arrêter, de regarder avec les ministères concernés et de lui proposer le plus rapidement possible, dans le cadre du programme des champions nationaux, un programme de relance pour qu'à nouveau, Gonfreville soit Gonfreville et Bouaké soit Bouaké avec Gonfreville. La centaine de travailleurs tenant encore la barre de l'usine chérit, elle, l'espérance d'actions concrètes pour sa relance. Direction New York, aux États-Unis d'Amérique, où se trouve en ce moment la ministre des Affaires étrangères. Sur place, Kandia Camara a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière des droits de l'homme. C'était au cours d'une réunion de haut niveau à l'ONU en marge de la 76e session de l'Assemblée générale. On en sait plus avec Michel Digré, notre envoyé spécial à New York. 2 décennies après l'adoption à Durban d'une déclaration pour éradiquer le racisme, la discrimination continue de sévir dans le monde. C'est le constat fait par les différents intervenants au cours d'une rencontre de haut niveau à l'ONU. Malgré des progrès acquis après des décennies de lutte, le racisme et la discrimination raciale continuent d'être source de conflits et d'inégalités entre les populations dans toutes les régions du monde. Toutefois, l'espoir est encore permis dans cette quête d'égalité. Renouvelons notre engagement à créer un avenir différent pour nos enfants et nos petits-enfants, un monde débarrassé du racisme, un monde d'égalité. La persistance du racisme, en dépit des efforts enregistrés au cours de ces 2 dernières décennies,
ne doit guère nous inciter au pessimisme. La ministre des Affaires étrangères a saisi cette tribune pour présenter les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de défense des droits de l'homme. Mon pays a mis un point d'honneur à souscrire aux cadres normatifs les plus pertinents en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre les discriminations raciales. La Côte d'Ivoire a ainsi ratifié, entre autres cadres légaux internationaux en la matière, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle poursuit sa coopération avec tous les États membres du Conseil des droits de l'homme, où elle a été réélue pour un nouveau mandat sur la période 2021-2023, avec une attention particulière portée sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Kandia Camara souhaite la mise en œuvre diligente de la déclaration de Durban et du plan d'action subséquent afin de venir à bout des discriminations raciales. Le Premier ministre, je vous l'ai dit, était hier à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais de son retour sur Abidjan, en sa présence, la Team Europe, composée de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et de l'Allemagne, ont annoncé plusieurs actions portant sur un appui budgétaire de près de 100 milliards de francs CFA. Cet appui financier vise à aider le pays à surmonter l'impact économique et social de la Covid-19. Un compte rendu de Cheikh Koné Aboubakar. Cette signature de convention confirme encore, si besoin il y a, la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires financiers, regroupés au sein de la Team Europe. Près de 100 milliards de francs CFA d'appui budgétaire pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire à faire face aux effets du ralentissement économique lié à la pandémie Covid-19. L'ensemble des engagements et décaissements cumule aujourd'hui à 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA pour les 4 conventions. Je note en particulier que 3 de ces conventions visent à soutenir le plan de riposte économique, sociale et humanitaire contre la Covid-19 mis en place par le gouvernement aux premières heures de la survenance de la pandémie dans notre pays. Dans cet important appui budgétaire, l'Allemagne et l'Union européenne ont annoncé le versement d'un montant total de 35,4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe permettra d'abonder les fonds dédiés aux PME et aux grandes entreprises afin de permettre à celles-ci d'accéder à court terme à des liquidités à des conditions favorables, notamment par des prêts à taux réduit ou à taux zéro. Il faut un secteur privé vibrant, un secteur privé qui fait de l'économie croissante et qui crée de l'emploi. On a aussi signé avec la Banque européenne d'investissement d'assistance technique pour ouvrir un centre diagnostic pour la situation de santé. Par ailleurs, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont signé une convention de financement d'un appui budgétaire de 3,3 milliards de francs CFA visant à soutenir le Fonds de solidarité. Et il faut le rappeler, ces annonces de la Team Europe interviennent en marge de la visite en Côte d'Ivoire de la directrice des opérations internationales de la Banque européenne d'investissement, Maria Chobarakan. Kandia Camara, je vous le disais, est aux États-Unis. Les États-Unis qui sont le pays le plus touché par le coronavirus, tant en nombre de morts que de cas, avec 680 000 décès pour 42,5 millions de cas recensés. En Côte d'Ivoire, on enregistre 586 décès pour 59 558 cas confirmés depuis le début de la pandémie en mars 2020. 150 nouveaux malades ont été recensés dans la seule journée d'hier et 3 personnes ont succombé à la force du virus redoutable. Continuons de respecter les gestes barrières et allons nous faire vacciner. Ainsi, nous serons protégés et nous protégerons les autres.
C'est prouvé. À côté de la médecine moderne, il y a la médecine traditionnelle dont l'efficacité est aussi avérée. Les autorités en sont pleinement conscientes et elles lui donnent la place qu'elle mérite. Le ministre de la Santé vient d'ailleurs d'inaugurer la vitrine des plantes médicinales et le centre de documentation et d'information de l'OMS. On en sait plus avec Jean-Marc Djedji. Une vitrine des plantes médicinales de Côte d'Ivoire et un centre d'information sanitaire de l'OMS pour les populations. Inauguré par le ministre de la Santé Pierre Demba, ces deux centres visent à améliorer la santé pour tous. Le diagou d'Agboville, l'aningré et le manguier sauvage sont parmi les 10 espèces de plantes de la pharmacopée ivoirienne que le public aura à découvrir dans cette vitrine, à la grande satisfaction des spécialistes de la médecine traditionnelle. Toutes les plantes que vous voyez là, nous avons identifié ces plantes pour montrer aux uns aux autres que la collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle est encore d'actualité. Nous voulons travailler sur les médicaments. Les plantes sont connues, les effets sont connus. Nous voulons, d'ici quelques années, atteindre des nouveaux records pour que les médicaments soient homologués et utilisés pour résoudre les problèmes de santé. 20 titres de revues et plus de 10 000 titres de périodiques sont disponibles dans le centre de documentation de l'OMS. Objectif, répondre gratuitement aux besoins d'information médicale des étudiants et des chercheurs. Vous avez toutes les thèses qui sont produites ici en Côte d'Ivoire, des thèses de médecine, mais aussi des thèses d'autres domaines. Donc il suffit de rentrer dans les moteurs de recherche, de mettre la thématique que vous voulez et vous avez toutes les mises à jour qui vous sont offertes par ces plateformes. Je voudrais à ce stade de mon propos féliciter les praticiens de la médecine traditionnelle ainsi que tous les prestataires de la médecine conventionnelle qui œuvrent pour la santé de la population tout en respectant la réglementation en vigueur. Après 60 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire, l'Organisation mondiale de la santé réitère à travers ses structures son engagement, celui de veiller à un accès équitable aux soins de santé. Cet ensemble connaît fort et c'est ensemble que les deux médecines se battent depuis de nombreuses années contre le paludisme. Et le paludisme qui a tué plus de 3200 personnes en 2017, mais qui fait beaucoup moins de dégâts ces dernières années. Stop Djekwadjo, c'est le tout dernier projet de lutte contre le palu que vient de lancer le ministère de la Santé, un projet mis en œuvre grâce à l'appui des États-Unis. Le reportage de Didier Nguessan. Le paludisme est la deuxième cause de consultation chez les enfants de moins de 5 ans et la troisième cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Le pays combat ce tueur silencieux avec l'aide des États-Unis. Résultat, le nombre de décès a été réduit de moitié entre 2016 et 2019. Pour rester dans cette dynamique, les deux pays lancent le projet Stop Djekwadjo. L'objectif est de réduire la mortalité liée au paludisme. Depuis 2017, le gouvernement américain a investi à travers PMI 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards de francs CFA, de contribution aux efforts de votre pays contre le paludisme. Les États-Unis ont fourni 5,2 millions de moustiquaires, 8,2 millions de tests de diagnostic, 8,2 millions de traitements et financé la formation de 8300 agents de santé. La mise en œuvre correcte des interventions planifiées dans le cadre de ce projet Stop Djekwadjo permettra d'atteindre les objectifs du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025. Le diagnostic et le traitement du paludisme simple est gratuit pour tout le monde. Il s'agira de renforcer la prévention du paludisme, améliorer son diagnostic et son traitement. Les agents de santé communautaire de Kosiouin démontrent un exemple de prise en charge des patients avec le test de diagnostic rapide. Le projet Stop Djekwadjo va durer 5 ans. L'ambassadeur des États-Unis a remis 40 microscopes au ministère de la Santé. Des médecins ORL en formation à la faculté de médecine de l'université de Cocody. Ces spécialistes otorino-laryngologie renforcent leurs capacités pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de surdité. Une initiative de la fondation ORL qui réunit des spécialistes ivoiriens et des spécialistes de la sous-région. Le reportage de Michel Mambo. Partage d'expériences, échanges,
Ces spécialistes ORL, entendez otorhinolaryngologie, renforcent leur capacité pour une meilleure prise en charge des affections de l'oreille. Une formation initiée par la Fondation ORL. Nous avons donc des sujets sur lesquels donc, nous allons travailler les techniques chirurgicales de l'oreille. Nous allons donc pouvoir, avec le microscope et avec la micro-instrumentation, pouvoir arriver dans les structures de l'oreille pour pouvoir faire des techniques chirurgicales au niveau de l'oreille. Nous sommes très satisfaits vu déjà l'enthousiasme et l'engouement de tous ceux qui participent chaque fois et du retour que nous avons, également de la prise en charge des patients, donc de l'application de ce qu'ils apprennent. Voilà. Ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, c'est une opportunité, puisque en Afrique de l'Ouest en général, nous n'avons pas encore eu un plateau technique tel que ce que nous avons aujourd'hui dans le laboratoire d'anatomie logé au sein de la faculté de médecine d'Abidjan. Formation théorique mais également pratique. Cette 4e édition prévoit la pose d'implants cochléaires à 5 patients. L'implant cochléaire permet de restaurer l'audition aux personnes atteintes de surdité. Je peux comprendre que la tuberculose, par exemple, ce soit un problème, que le sida soit un problème. Il n'en reste pas moins vrai que quand on n'entend pas, c'est un gros problème d'insertion dans la société. Ici, il y a une très grande volonté de travailler, de s'améliorer pour le bien du patient. Une dizaine de médecins ORL venus du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire participent à cette 4e édition qui se tient au laboratoire d'anatomie normale, de chirurgie expérimentale et de biomécanique, laboratoire logé au sein de l'UFR des sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et à l'heure où nous parlons, ces 5 patients dont vous a parlé Michel Mambo ont pu effectivement bénéficier d'implants cochléaires. C'était à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, reportage que vous avez pu suivre sur notre antenne. On change de registre. De la santé, on parle environnement. Le ministère en charge de ce département a désormais une nouvelle charte de fonctionnement, charte qui vient d'être présentée à l'opinion nationale en vue de son appropriation. Reportage Souleymane Donisongui dans un commentaire de Walter Amadou Ouattara. Depuis sa prise de fonction le 6 avril 2021 à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy multiplie les actions et ne ménage aucun effort pour une redynamisation de son ministère. À travers cette rencontre, il invite les agents du ministère à cultiver une conscience professionnelle vraie liée au code de bonne conduite contenu dans la charte de fonctionnement. Cette charte permet à chaque personne de savoir exactement le matin quand j'arrive à mon poste, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Il faut qu'on change effectivement. Il faut que l'assiduité soit de rigueur. Nous l'attendions et pour nous, elle est la bienvenue. Dans la mesure où elle clarifie les différents services dans leur mission. Et pour nous, en tant que DR, cela nous permet d'avoir plus de lisibilité dans les activités que nous menons. La charte fonctionnelle du MINED est composée de 170 articles répartis en 15 grands chapitres. Elle définit les fiches de fonction, les relations fonctionnelles et la position hiérarchique des membres du cabinet. Des responsables de services et directions qui lui sont rattachés, à savoir responsables des structures sous tutelle ainsi que des directeurs départementaux du MINED. Cet instrument donc, de gestion devrait permettre logiquement à tous les acteurs donc, du ministère de faire en sorte que dans le travail qu'ils font, ils aient des objectifs bien précis et que ces objectifs-là soient atteints. Après l'exposé de la méthodologie de l'élaboration de la charte, suivi de la présentation, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé à la distribution des exemplaires de la charte puis des fiches de poste aux agents de son ministère. Des échanges ont mis un terme à cette rencontre. Brahima Traoré est lui le tout nouveau directeur général de la SICOGI, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. À peine installé qu'il investit déjà le terrain. Cette semaine, il a effectué une visite de chantier sur le site du programme Concorde 3 dans la commune d'Abobo. Le directeur général en a profité pour faire une annonce qui était beaucoup attendue. Il s'agit du grand retour de la location-vente. Espérance, Djakale, Cheikh Kone, Aboubakar.
376 logements, dont 96 appartements, ont été livrés aux souscripteurs des logements socio-économiques par la SICOGI. Pour sa première apparition depuis sa nomination le 6 août dernier, Brahima Traoré visite l'un des chantiers phares de la SICOGI, le programme Concorde 3. Une visite qui a servi de prétexte pour assurer les souscripteurs sur le respect des délais de livraison. Mes impressions sont très bonnes. Je découvre un chantier qui est bien fini. Parce que dans le bâtiment, ce qui est important, c'est la finition. C'est vrai qu'on a eu des problèmes dus au Covid, mais globalement, c'est des chantiers qui tiennent les délais, qui sont bien finis. Brahima Traoré veut impulser une nouvelle dynamique à la SICOGI et annonce le retour du principe de la location-vente. Lorsque quelqu'un commence à travailler 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, il commence à réfléchir comment il va faire pour avoir un toit. Ce qui bloque la plupart des gens, c'est les conditions pour accéder à ce quoi. Donc, quand on assouplit les conditions d'accès à ce patrimoine immobilier en faisant de la location-vente, mais la clientèle va exploser. Ouanu Nyolo, nouvel acquéreur de la SICOGI, exprime sa satisfaction. J'ai vu avec ma famille et on a des amis qui sont déjà là. C'est une occasion pour nous de saisir ça pour qu'on puisse loger. On puisse se loger et demain, si nous on est vieux, on est parti, nos enfants, nos petits-enfants vont rester là. Le programme Concorde 3 est la 3e phase de l'opération immobilière Les Résidences Concorde, située dans la commune d'Abobo, P418, sur la route d'Anyamba. Venons-en maintenant à l'ANP Academy, un projet initié par l'Autorité nationale de la presse. L'ANP Academy, qui est un rendez-vous mensuel et surtout un cadre d'échange et de formation dédié aux acteurs de la presse ivoirienne. Godefroy Okambawa nous en dit plus. Pour une presse ivoirienne plus professionnelle et dynamique, cela passe par la formation des acteurs de la profession. À travers ANP Academy, l'autorité nationale de la presse envisage accompagner ces professionnels de la presse ivoirienne dans toute sa diversité. Notre métier, aujourd'hui, il faut le dire, les problèmes sont nombreux. Et si nous trouvons un espace où nous pouvons poser nos problèmes au quotidien, pour qu'on trouve des solutions pour sortir la presse du marasme dans lequel elle est plongée depuis quelques années, je pense que c'est une initiative qui est la bienvenue. Nous voulons toucher l'ensemble des problèmes du secteur, que ce soit la distribution, que ce soit au niveau de l'impression, que ce soit au niveau de la convention collective, que ce soit les difficultés réelles que les entreprises de presse rencontrent ou que les journalistes rencontrent. Là, ils peuvent toucher du doigt l'ensemble de ces difficultés, mais avec ces acteurs et ensemble, avec justement les acteurs, trouver les solutions et mettre en place des stratégies pour l'exécution des solutions que nous avons trouvées. ANP Academy se veut donc un cadre d'échange sur les orientations et développement de la presse en Côte d'Ivoire. L'ANP Academy propose de réunir les patrons de presse pour penser l'avenir de la presse. La pratique du métier, aujourd'hui, n'est pas celle qu'on exerçait il y a 10, 15, 20 ans. L'ANP Academy, c'est une structure qui se veut, certes, d'accompagnement en matière de perfectionnement, en matière de renforcement des capacités, mais c'est aussi une structure qui se veut de réflexion prospective sur le métier. Ces rencontres ANP Academy se tiendront tous les premiers vendredis du mois autour des thématiques spécifiques. Elles sont destinées aux directeurs de publication, rédacteurs en chef, journalistes et acteurs de la société civile. C'est l'heure du déjeuner et au menu, on vous sert le saadré, le nouveau riz en pays gouro. Saadré, c'est aussi le festival qui promeut la culture du riz. Un festival initié et soutenu par des fils du terroir. La 4e édition de cette rencontre agro-touristique annuelle tournante s'est tenue du 3 au 5 septembre dernier à Kayeta, dans le département de Saint-Fra, en présence de Léon Brokwame de la station régionale RTI Bouaké. Douglas cultive le riz à Kayeta, département de Saint-Fra. Comme lui, pas de repos pour son collègue. Ils doivent veiller au quotidien sur leurs champs pour espérer une bonne récolte. Pour cette année, je n'ai pas encore vendu. J'ai coupé, tapé, ça est sur le soleil au village. Je peux avoir 10 sacs comme ça. Tous les matins, je suis obligé de venir ici à 5h30 et quitter vers 19h. Parce que les oiseaux nous fatiguent. Sans quoi, c'est parti, hein. Parti. Il n'y a pas de grains, les oiseaux bouffent et puis bon, vous perdez.
Les difficultés, raison de la baisse d'engouement pour la riziculture, malgré le recul de la forêt et donc de l'agriculture pérenne, notamment la cacaoculture. Pourtant, le riz reste l'aliment de base du peuple gouro. Faut-il donc encourager à reprendre la culture et la production de riz, surtout dans ce contexte national de quête de l'autosuffisance en riz? Finalité du festival Saadré en langue gouro, c'est-à-dire nouveau riz. C'est dans le champ du riz que le peuple gouro a été forgé au métier du vivrier. Cet esprit du vivrier, nous voulons inculquer ça à notre jeunesse. Nous avons des terres suffisamment cultivables, des bas-fonds. En étant record, ils peuvent avoir de quoi manger et avoir une partie, mettre dans leur grenier et encore exporter une partie. Au menu du Saadré, formation sur les méthodes rizicoles, défilé des variétés de riz, rituel pour autoriser la consommation du nouveau riz. La 4e édition pour un bilan à mi-parcours avec le soutien du secteur du vivrier. Il y a des techniques qu'il faut leur apprendre comment on doit cultiver le riz pour que ça soit plus abondant. Qu'elles enlèvent l'orgueil en elles pour pouvoir faire un grenier en riz au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je suis partante pour les aider. Pour l'ambassadeur de la CEDEAO, la promotion du riz est une œuvre collégiale qui commande au préalable la cohésion sociale, la paix et l'intégration. Nous avons les capacités, nous avons les moyens, mais pourquoi ne pas le faire? Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun de nous sache que ce pays-là, il y a à manger et il y a à boire quand vous voulez travailler. Le Saadré est une rencontre agro-touristique annuelle tournante pour promouvoir la production du riz en pays gouro. Et c'est la transition toute trouvée pour vous parler de tourisme, de la quinzaine touristique précisément. Je vous emmène découvrir le sud de Comoé. Vous verrez les merveilles et les traditions sur la route des rois. On vous fera également visiter les royaumes de Krenjabo, de Tiapoum et d'Assini. Direction donc le sud Comoé avec notre guide du jour, Patricia Omouetia. Merveilles et traditions sur la route des rois dans le sud Comoé. Première étape, le royaume de Krenjabo, capitale du royaume sans vie des Ani Brafé. Nana Amon Doufou V est le 19e roi de ce royaume. Il y règne depuis 20 ans. Pour que cette Côte d'Ivoire soit en paix d'une manière durable, que ses enfants se retournent aussi, aillent rencontrer, je crois, le père, le sans-vie, pour avoir ses conseils, pour avoir sa bénédiction. Échange culturel, danse royale et découverte de la culture des Ani Brafé, la délégation du ministère du Tourisme et de Côte d'Ivoire Tourisme ont été reçus dans la pure tradition. Autre étape de cette visite, le royaume de Tiapoum, le royaume Nzima Adouvlé-Soyé. Ici également, la délégation a été reçue dans la pure tradition. Nanan Krouchi, roi suprême des Adouvlés, était entouré de sa notabilité avec à ses côtés la reine-mère. Cette rencontre a été ouverte par le porte-parole qui distribuait la parole comme le veut la tradition. L'appellation Adouvlé, c'est parti de, on va dire, depuis 1681. Au moment où la porte d'entrée et de sortie du Ghana, qu'on appelait à l'époque Gold Coast, était à Adou. De ce fait, tous ceux qui sont venus de Adou, s'installer, transiter par Adou, s'installer sur le littoral, ont été appelés Adouvlés. Le chef de délégation a rappelé l'objet de la visite et l'importance de rencontrer Sa Majesté le Roi pour la promotion du tourisme. Le ministre a voulu vraiment implémenter la route des rois pour que nos us et coutumes soient su. Et depuis hier qu'on a démarré, et encore une fois, aujourd'hui encore, on est resté vraiment dans la tradition. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est vraiment ce qu'on veut pour que tout le monde sache que le tourisme, avant d'aller à l'extérieur, repose sur nos traditions d'abord. C'est une très bonne initiative qui nous permet de venir à la découverte des différents royaumes de Côte d'Ivoire, de nous imprégner de la tradition et de notre histoire aussi, puisque nous ne connaissons pas suffisamment l'histoire de nos peuples. Donc c'est important d'avoir des repères parce que ça nous permet d'avancer plus aisément. À Assini, la délégation est reçue sur la place publique de la Cour royale.
La danse guerrière, le kokwe, fait son entrée avec Nananfian Moussou V, 8e roi du royaume Essouma, qui comprend 16 villages. Le représentant du ministre du Tourisme a expliqué les nouvelles qui justifiaient notre présence en ce lieu. La visite du musée d'Assini a mis fin à cette rencontre. Lui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il s'en est allé le 10 septembre dernier, fauché par le monstre Covid-19. La dépouille de Charles Konan Banny est arrivée hier jeudi au soir à Abidjan, accueilli par une foule de parents et d'amis en pleurs. Mardi, à Paris, une messe lui a été dite à l'église cathédrale Saint-François-Xavier avant son transfèrement sur Abidjan. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans cette ambiance quasi rythmée par le bruit assourdissant. Des moteurs d'avion, des tambours résonnent avec fracas, comme pour annoncer une terrible nouvelle. L'arrivée en Côte d'Ivoire cette nuit de septembre 2021 de la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Des guerriers au visage grave et au regard profond assurent la vigie. La tradition à Caen est en plein mouvement. Au salon ministériel, des membres du gouvernement sont déjà présents. Les ministres Souleymane Diarra-Souba et Vagando Diomandé. Henriette Konan Bédié, ex-première dame de Côte d'Ivoire, également présente. Sur l'esplanade du pavillon présidentiel, parents, amis, membres de la famille politique du défunt, le PDCI RDA, sont aussi présents. 19h, passé de plusieurs minutes autour de l'avion en provenance de la France, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. La famille biologique reçoit le réconfort des personnalités présentes. Des personnalités qui continuent de marquer leur arrivée. L'on reconnaît ici Daniel Kablan-Duncan, l'ex-vice-président de la République, qui à son tour présente ses hommages à la famille éplorée. Tous convergent ensuite vers l'esplanade où une foule déjà rassemblée salue avec des cris, pour certains. Papa, 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 oh papa. Des pleurs, pour d'autres, l'arrivée de la dépouille. Le tout dans le strict respect de la tradition à Caen. La charge émotionnelle est totale. Difficile pour beaucoup de contenir leurs larmes. Après un bref tour d'honneur, la dépouille de Charles Konan Banny est soigneusement installée. Les prêtres, par une somme de prière, demanderont à la Vierge Marie d'intercéder auprès du Père Céleste pour le repos de l'âme de Charles Konan Banny, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, ex-gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Décédé le 10 septembre dernier, à Paris, en France. De nombreux hommages ont fleuri à l'annonce de la disparition de l'ancien Premier ministre. Le président Alassane Ouattara a salué un grand serviteur de l'État. La mort, voilà une notion terrible à accepter et pourtant la mort fait partie de la vie. Elle n'est que la fin. En Allemagne, à 3 jours du scrutin, un débat télévisé réunissait jeudi, hier donc, sur les 2 chaînes publiques allemandes, les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent le SPD toujours en tête, mais suivi de près par les chrétiens démocrates et leur candidat Armin Laschet. La politique étrangère, grande absente des autres débats, a elle aussi été abordée. Les 2 chanceliers possibles, Armin Laschet et Olaf Scholz, ont des positions très proches sur l'Europe. Point final. Ce journal s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h sur la chaîne qui rassemble.